Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour. Une première question sur l'agriculture. C'est cela. Bonjour monsieur. Bonjour. Ma première question portera donc sur l'image du Salon de l'agriculture. Tout le monde a été marqué par l'accueil très tendu reçu par monsieur François Hollande, monsieur Manuel Valls ou le ministre de l'Agriculture. Comprenez-vous le désarroi des agriculteurs et que proposez-vous comme solution? Je le comprends et je ferai observer que de toutes les personnalités politiques, en revanche, Marine Le Pen est celle qui a obtenu le meilleur accueil, un accueil favorable. Il faut dire que ce n'était pas très difficile de recevoir un meilleur accueil que M. Hollande ou que M. Valls. Je pense que la solution, il n'y en a pas 36, c'est la fixation des prix agricoles à l'issue d'un processus de concertation. Et c'est ce que faisait au départ, ou ce qu'était censé faire l'Union européenne, jusqu'à ce que l'on ouvre les frontières, jusqu'à ce que sous prétexte de concurrence, on laisse les prix atteindre des profondeurs telles que les malheureux agriculteurs, éleveurs, ne peuvent vendre leur production qu'à un niveau inférieur au prix de revient, ce qui les condamne à mort et ce qui est une tragédie abominable. Voilà, c'est la fixation des prix. Alors on me dira, et puis c'est sans doute, si l'Europe ne le fait pas, eh bien c'est que nous le fassions, nous, au plan national. Et il n'y a plus de politique agricole commune alors? Oui, il n'y a plus de politique agricole commune. L'aide aux agriculteurs, terminée? Ah, c'est une très bonne question, c'est celle qu'on nous serine à chaque fois pour justifier l'existence de l'Union européenne. C'est vrai que l'Union européenne donne des subventions, mais je vous rappelle que la France, l'Union européenne donne à peu près, combien diriez-vous, 9 milliards de subventions aux agriculteurs. Oui, sur l'agriculteur, 13 en voilà. tout, et vous allez rétorquer quoi, que c'est 22 que la France donne à Bruxelles. Oui, exactement, ce qui vous laisse un différentiel. Nous donnons 22 milliards au budget de l'Union européenne, nous en recevons au total des aides, et pas seulement des aides destinées à l'agriculture, à peu près 13 milliards. Le différentiel est facile à calculer. C'est la solidarité. C'est 9 milliards. Par conséquent, nous pourrions doubler les aides aux agriculteurs si nous sortions de ce système. Par conséquent, l'argument me paraît très mauvais. Je suis désolé de vous le dire, M. Navarane. Alors, le Parlement européen, tout de même, lui, intervient sur tout un tas de dossiers. C'est important de le signaler pour Mme Tesson de France 2, qui scrute vos vidéos. Et qui oui, absolument. Nous parlons de questions européennes, Mme Tesson. Même l'agriculture, c'est une question européenne. Alors, le rapport Mlinard, aujourd'hui, le rapport sur les genres, la politique du genre sexuel, le gender, avec cet anglicisme, ou la journée aujourd'hui, c'est la grande journée internationale du droit de la femme, de l'égalité. Oui. Là, le Parlement européen est dans sa fonction première, celle d'œuvrer pour plus d'égalité, plus de justice? Non, c'est absolument abominable. C'est la prise en main par des lobbies féministes, mondialistes ou de gauche, qui veulent imposer philosophiquement la notion selon laquelle le fait d'être un homme ou une femme, notre identité, et notre identité sexuelle évidemment structure aussi notre personnalité, ne serait pas un donné, mais en quelque sorte qu'on ne naît pas homme ou femme et qu'on le devient, ce qui est évidemment faux. Et cette violence faite à la nature, elle se retrouve dans toutes les déclarations de ce Parlement. On est donc très loin des questions d'égalité de l'homme ou de la femme. On est donc très loin aussi de ce qu'a dit, à juste titre, Marine Le Pen, en rappelant qu'on laisse entrer dans nos frontières toutes sortes de personnes dont la culture, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas une culture d'égalité d'hommes et de la femme. Non, il y a manifestement un délire qui s'est emparé de cette institution et dont témoigne ce rapport Mlinard. Il faut dire d'ailleurs que dans ce rapport sur le gender, qui proclame en quelque sorte le droit de choisir son sexe et d'en changer, mais il n'y a pas d'ailleurs que le binôme homme-femme. Il y a aussi, alors il y avait le LGBT, jusqu'à présent lesbienne, gay, bi et transsexuels, qui paraît être un dogme véritablement religieux dans cette institution que l'on met, si je puis me permettre cette expression osée, à toutes les sauces. Alors on a rajouté récemment I, intersexuel, donc c'est le LGBTI, et aujourd'hui je constate qu'on a ajouté Q, LGBTIQ,
en tout bien tout honneur, si j'ose dire, Q c'est pour queer, terme qui nous vient de l'anglais et qui désigne les gens qui ne sont pas des travestis dans un sens ou dans l'autre, indifférenciés, mais plutôt pratiquant les rites sadomasochistes, etc. Alors tout ça, toutes ces déviances sont élevées au niveau de normes dans cette institution. C'est absolument débectant, et je dois dire que les dames qui constituent la majorité de la commission dite des droits de la femme, passez-moi l'expression, je vais être un petit peu grossier, et certains diront sexiste, vraiment, elles nous les brisent. Alors, autre affaire européenne, même si ça n'est pas directement lié au Parlement européen, on a exhumé récemment une déclaration qui date de novembre 2015 de l'actuel ministre des Affaires étrangères polonais, qui déclarait au sujet des Syriens que des centaines de milliers de Syriens sont arrivés dernièrement en Europe. On pourrait, eh bien, plutôt qu'ils sautent dans les bateaux gonflables avec leur iPad, eh bien, en fait, constituer une armée pour aller se battre au pays. Et on a fait un rapport, des journalistes, des confrères ont fait un rapport avec un propos que vous aviez tenu, propos similaire, c'est un dérapage? Oui, même je crois Mme Morano a dit après moi quelque chose d'un petit peu semblable. J'espère ne pas la compromettre en disant cela. Oui, c'est effectivement le ministre des Affaires étrangères polonais qui s'appelle M. Witold Waszczykowski, j'espère prononcer correctement son nom. Je laisse au linguiste. Qui a dit, voilà, le soin d'en discuter. Je n'ai pas pris le risque. Mais il a dit quelque chose d'assez juste, parce qu'on voit un certain nombre d'hommes jeunes dans la force de l'âge qui, nous dit-on, fuient des pays en guerre. Alors je peux comprendre que ces hommes cherchent à mettre, par exemple, leur famille à l'abri, mais je trouve quand même extraordinairement choquant, par exemple, que nous acceptions à l'intérieur de l'Union européenne de jeunes Afghans, alors qu'on envoie de jeunes Européens sous nos drapeaux aller se faire tuer en Afghanistan, soi-disant pour protéger ce pays de la mainmise des talibans. Je répète que nos armées, et en particulier la Légion étrangère, sont parfaitement capables d'instruire, d'encadrer et de former des hommes qui pourraient trouver d'ailleurs une solde tout à fait convenable et surtout participer à la défense de leur pays comme nos grands-parents ou arrière-grands-parents l'ont fait lors de la Première Guerre mondiale. Encore une fois, quand mon grand-père qui avait 19 ans venait enfant de la communale de réussir le concours de Polytechnique en juillet 14 et que la guerre a éclaté en août, il n'est pas allé se réfugier en Suisse ou en Espagne. Il s'est engagé volontairement dans les armées de son pays pour le protéger. Eh bien, je crois qu'il faut faire la même chose. Une question d'ailleurs sur les chrétiens d'Orient. C'est ça. Donc vous avez assisté en ce dimanche 6 mars à la consécration d'une nouvelle église chaldéenne, c'est-à-dire concernant le culte oriental. Est-ce que selon vous, il existe des bons ou des mauvais réfugiés ? Je ne sais pas s'il existe des bons et des mauvais réfugiés. Je ne suis insensible à aucune détresse humaine. Mais ce que je sais en revanche, c'est que dans notre territoire et compte tenu de notre culture, de notre civilisation, il est évidemment beaucoup plus facile d'intégrer des personnes qui sont plus proches de notre héritage, et notamment par exemple de notre héritage chrétien, que l'on soit ou non croyant. Alors je dois dire que je suis favorable, je ne suis pas en contradiction avec ce que je viens de dire à l'instant. Moi je suis favorable au fait que l'on arme les chrétiens d'Orient pour les aider aussi à se défendre, et qu'on arme d'ailleurs les minorités religieuses qui vivaient malgré tout relativement paisiblement sous l'ancien régime irakien et sous le régime syrien, quelque critiquables que soient par ailleurs ces régimes. Alors en l'occurrence d'ailleurs, c'était quand même extrêmement émouvant. D'abord c'était une très belle cérémonie en présence d'un très grand concours de peuples. Les offices magnifiques de cette liturgie orientale sont célébrés en araméen, qui était la langue du Christ. Et beaucoup d'autorités religieuses étaient là, et civiles aussi, notamment bien sûr le maire, mais aussi le député socialiste, et même le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, qui est ministre des Cultes, et dont je dois dire, c'est un adversaire politique, j'ai eu des confrontations avec lui, notamment à la Commission des Affaires étrangères et des Affaires européennes de l'Assemblée nationale, à laquelle j'assiste. Mais je dois dire que M. Cazeneuve a fait un très beau discours qui était, je crois,
ce que l'on pouvait dire de mieux tout en respectant la laïcité de l'État. En tout cas, c'était peut-être un discours laïque, mais c'était certainement pas un discours laïciste. Il y avait le cardinal André XXIII et le patriarche des Chaldéens, de ce qu'on appelle les Assyro-Chaldéens, patriarche de Babylone en théorie, qui, comme beaucoup de prélats orientaux et du clergé oriental de ces régions, du Liban, de Syrie, d'Irak et d'ailleurs, parlait un français impeccable. Je suis extrêmement ému de constater l'influence que nous avions auprès de ces populations chrétiennes d'Orient qu'avait la France, l'influence qu'avait la France. Et alors, autre influence, celle de l'État islamique. Le défilé du 1er mai, cette année, n'aura pas lieu. C'est la fin d'une tradition. C'est place à banquet, un banquet plus moderne. On l'a dit dans la presse. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Pas d'hommage à Jeanne d'Arc le 1er mai, hommage mais pas de manifestation? Je crois que Marine Le Pen a l'intention, pour autant que je sache, de rendre un hommage à Jeanne d'Arc, mais effectivement a pris la décision d'annuler le défilé. Je peux comprendre tout à fait que, compte tenu de la menace très précise qui a existé, à partir d'une photo précisément dans le magazine de l'État islamique, de notre défilé, et des difficultés pratiques qu'il y a à protéger un défilé, que l'on y renonce cette année. Je crois en revanche, j'exprime un point de vue personnel, qu'il serait extrêmement regrettable d'abandonner définitivement ce défilé. Parce que ce défilé était à la fois évidemment un hommage à Jeanne d'Arc, en ce sens il avait une valeur symbolique et spirituelle, mais c'était aussi la date du 1er mai, qui n'est pas celle de la fête officielle de Jeanne d'Arc, laquelle a lieu, je crois, le 2e dimanche de mai. Donc sans doute plutôt le 8 ou 9 mai, dans ces eaux-là. Mais le fait que le Front National ait décidé depuis très longtemps, sous la direction de Jean-Marie Le Pen, de fixer ce défilé à la date du 1er mai était aussi une réponse aux défilés syndicaux, de syndicats politisés qui prétendaient défendre les travailleurs, mais qui, à mon avis, les ont défendus beaucoup moins ou moins bien que nous. Et ce défilé du 1er mai était un défilé bon enfant, venant des provinces françaises, avec un souci souvent de manifester les particularismes régionaux, malmenés par parfois de façon excessive, et c'était une manifestation des familles. Bien sûr, rien n'est jamais figé, mais je crois qu'il serait désolant d'abandonner définitivement cette manifestation. Oui. Car ce serait aussi, à ce moment-là, il faut bien le dire, une victoire de l'extrémisme musulman. Mais encore une fois, je comprends que l'on ne souhaite pas faire courir des risques à d'autres, compte tenu de cette menace. En revanche, on peut toujours en courir pour soi-même, et moi je m'efforcerai de rendre hommage à Jeanne d'Arc. Autre date, autre commémoration? C'est ça, donc j'ai une dernière question. Le 19 mars est depuis de nombreuses années la date officielle de la commémoration de la fin de la guerre en Algérie. Cette année, et pour la première fois, le président François Hollande va assister à cette cérémonie et prononcera un discours à Paris. Donc, que pensez-vous de cette nouveauté, et en tant que député européen, y assisteriez-vous à Paris ou ailleurs? Je dois dire non. J'ai déboulonné des plaques du 19 mars 62 il y a une trentaine d'années dans la région lyonnaise, que je renvoyais d'ailleurs, je me souviens, au maire socialiste de Villeurbanne, M. Poutissou, ce qui m'a valu de me retrouver devant le procureur de la République. J'ai dit à l'époque que ceci était à l'initiative de courroies de transmission du Parti communiste qui s'était emparé de l'association d'anciens combattants, et j'ai été poursuivi par ces associations. J'ai gagné successivement les procès que j'ai intentés. Il y a dans l'association FNACA, par exemple, de patriotes tout à fait authentiques et de véritables anciens combattants de l'Algérie.
Aujourd'hui, certainement, les choses ont changé. Néanmoins, je considère que cette date du 19 mars 62 est extrêmement malheureuse. C'est la date théoriquement du cessez-le-feu. Mais ce cessez-le-feu n'a été que théorique. Il a été le prélude à un gigantesque massacre, et un véritable crime contre l'humanité qui a été commis notamment contre les malheureux harkis que l'armée française avait contribué à désarmer, ce qui reste une tâche de déshonneur sur notre histoire, sur ses dirigeants, sur le général Katz, sur le ministre Jox, et je dois le dire, quoi qu'on en pense par ailleurs, sur la mémoire aussi du général de Gaulle. Par conséquent, je suis pour l'apaisement. Et je suis heureux de travailler avec des gens qui sont tout à fait sincèrement gaullistes, y compris au sein du Front National. Mais je considère que cette date du 19 mars ne peut pas être fêtée, ne peut pas servir d'une commémoration, puisqu'elle n'a pas été le fin de la guerre, elle a été le début d'une véritable boucherie. Je pense par exemple qu'en une seule nuit, les massacres d'Oran, par exemple, qui ont fait plusieurs milliers de victimes égorgées, par les foules fanatisées du FLN, y compris parmi les Européens, sans compter les disparus, et notamment les disparus, les femmes qui ont été emmenées et dont on n'a plus jamais entendu parler. Alors je pense que la commémoration douloureuse de ces événements devrait se fixer en une autre date. Merci Bruno Gollnisch. Je vous en prie. Bonne continuation dans la session parlementaire et à bientôt. Merci.